OK. Merci en tout cas. Merci d'être présent. Je commence officiellement le webinaire. Donc sachez qu'il est enregistré, hein, donc ça vous permettra de le revoir en replay. Et aussi, il y avait plusieurs personnes qui étaient motivées, mais par différentes contraintes privées, professionnelles, ne pouvant pas être là. Donc voilà, d'où l'importance de pouvoir enregistrer ce webinaire. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc mon nom est David Meiners, donc je suis le cofondateur et responsable du centre de formation SMACA. Aujourd'hui, pour notre 4e webinaire de l'année 2024, j'ai la chance d'être accompagné d'Alban. Alban Romano, c'est le cofondateur de l'entreprise WeAreTeam, spécialisée dans les solutions digitalisées pour accompagner nombre d'entreprises, surtout de taille PME, moyenne entreprise. Donc, sachez aussi que Alban, depuis les débuts de SMACA, est un de nos partenaires. Donc, je suis vraiment, vraiment content d'être avec lui durant ces 45 minutes. L'objectif, c'est pas de vous vendre des solutions, mais c'est vraiment de réfléchir sur la notion d'indicateur de pilotage d'atelier. Euh, donc, comme tous nos précédents webinaires, en fait, on utilise donc le webinaire est scindé en plusieurs parties. Donc une partie présentation. Et comme l'a signifié tout à l'heure Alban, si vous avez des questions, mettez-les déjà dans le chat, donc dans la conversation, pour qu'on puisse y répondre le mieux possible. On a prévu 15 minutes d'échange sur la thématique, mais c'est vrai au fur et à mesure de vos questionnements, on s'arrêtera. Ça permettra aussi à Alban de souffler un peu et de quelque part de réfléchir sur la thématique. Donc l'objectif, c'est aussi que vous puissiez échanger et partager vos différents retours d'expérience. Donc, je vais céder la parole à Alban. Donc donc la présentation va se faire sur différents temps. Donc je cède tout de suite la parole et je laisse Alban partager son écran. Merci encore à lui, hein. Merci David, merci à toi. Toujours un plaisir de pouvoir partager. Est-ce que tu vois mon écran? Est-ce que tout le monde voit mon écran? C'est bon, parfait. Super, donc oui, pour compléter un tout petit peu la présentation qui a été faite de moi, mais qui est la bonne, hein. Donc, j'ai cofondé WeAreTeam il y a 2 ans et demi avec Sébastien Ether, qui lui gère la partie, on va dire, plutôt développement technique d'application. Moi, j'ai l'expertise, on va dire, métier. J'ai fait 15 ans dans des ateliers, grands groupes industriels et PME. Et j'ai eu la chance, franchement, c'est une chance pour moi, d'avoir fait un black belt et d'avoir accompagné une entreprise pendant 4 ans et demi sur sa transformation. On ne parlait pas là de digital, mais changer vraiment on va dire, la culture de l'entreprise. Et l'idée, c'était de pouvoir répondre à, on va dire, une problématique de croissance et, on va dire, d'exigence client. On voulait aussi amener une notion de sérénité et pendant on va dire, cette période-là, j'ai vraiment redécouvert le Lean d'une autre façon. Je l'ai découvert malheureusement pendant la crise automobile et c'était utilisé à mauvais escient. Et là, je l'ai découvert donc plutôt orienté sur les bonnes facettes où on va vraiment, alors on implique tout le temps les collaborateurs, mais on va le faire pour amener à la fois de la productivité et aussi de la sérénité. Et je me suis dit que ça serait intéressant de pouvoir l'apporter à d'autres entreprises, cette connaissance-là, vraiment terrain, et de pouvoir amener des briques technologiques qui vont permettre d'accélérer un certain nombre d'informations. Voilà. Aujourd'hui, le sujet, hein, c'est les indicateurs de pilotage. Pourquoi? Parce que ça a été clé au final dans ce qui a pu être mis en place dans mes précédentes expériences ou alors dans la manière dont aujourd'hui on amène des réflexions chez nos clients.
On voit énormément de tableaux de bord avec, je pense, des dizaines, pour pas dire, j'ai déjà vu des tableaux de bord avec des centaines d'indicateurs. Et pour autant, on a du mal à voir des vraies évolutions dans les ateliers. Et donc, du coup, c'est le sujet qu'on a décidé de traiter aujourd'hui. Il y aura 3 temps, donc il y aura une notion d'indicateur, il y aura une notion de management visuel. C'est bien d'avoir des indicateurs. Potentiellement, c'est bien aussi de pouvoir les partager, de comprendre. Et puis, au-delà de ça, je pense que la clé de tout ça, vous pouvez avoir les meilleurs indicateurs et vous pouvez avoir le meilleur partage d'informations possible. Si vous n'avez pas d'animation, vous n'avez pas de résultat. Et donc, si ceux qui connaissent bien, on va dire, le lean management, on va au final s'intéresser directement à ce qu'on appelle communément l'AIC, les top 5 ou les rituels quotidiens, qui peut être aussi appelé la supervision active. Alors, on n'ira pas jusqu'à parler de la pyramide de pilotage, mais c'est directement associé, en fait. Donc, je crois que c'est Raphaël qui avait dit, je voudrais justement un lien entre les indicateurs de performance et les indicateurs opérationnels. Moi, je vous partage ma vision. Évidemment, et j'ai mis mes mots, c'est potentiellement discutable, mais ça essaye de donner en tout cas une définition terrain. Dans l'idée, pour moi, la performance, c'est les indicateurs qui vont être très globaux à l'entreprise ou alors qui vont être très globaux pour représenter peut-être des processus d'entreprise. On va avoir souvent des indicateurs qui sont, on va dire même quasiment mensuels. Et c'est ce qui va nous permettre de définir à la fin des axes d'amélioration, mais qui sont très régulièrement moyen-long terme. Ça va nous donner l'état de situation de notre, on va dire, de notre environnement, de notre fonctionnement. Pour autant, avec ce genre de, on va dire, d'indicateurs, la plupart du temps, on n'est pas capable de décider court terme ce qu'on va pouvoir mettre en place là tout de suite. C'est pas assez précis. Donc, c'est une vision vraiment très globale. Pour moi, l'indicateur opérationnel ou l'indicateur on va dire, de pilotage, il est vraiment là pour orienter une prise de décision quasiment, on pourrait dire, instantanément dans la journée. Donc, on est sur du vraiment très court terme. On cherche en fait à justement accélérer la prise de décision. Et puis, je vous en parlerai après dans les 3 exemples. Et je voulais préciser quand même qu'il y a, pour moi, peut-être un 3e type d'indicateur, alors qui pourrait quand même être associé à l'indicateur opérationnel, mais que j'identifie quand même un tout petit peu différemment, qui est l'indicateur qu'on pourrait appeler de processus ou de réalisation. Et là, je détaille un tout petit peu ma vision par rapport à ça. C'est que souvent, on a justement un indicateur de performance. Je ne sais pas, et là, on peut dire réaliser X pièces par semaine. OK. Et pour le coup, ça passe peut-être par lancer un certain nombre de séries en production. Et peut-être que si vous ne lancez pas vos 10 séries en production, alors vous ne pourrez pas faire le nombre de pièces. Je donne un exemple, c'est peut-être pas le meilleur, mais là, je le fais comme ça, on va dire au ressenti. Et donc derrière, il faut suivre justement la réalisation de ces lancements de séries. Et au-delà de ça, donc assurez-vous que vous avez lancé vos 10 EF. Et donc, ça peut être un indicateur de processus. C'est quelles sont les actions répétitives qu'il faut mener au quotidien pour atteindre vos objectifs. Et les objectifs potentiellement qui vont servir les indicateurs de performance. Donc, je prends un autre exemple à l'opposé, mais qui serait commercial. Je veux faire du chiffre d'affaires. À un moment donné, j'ai un processus de prospection. Si je dois faire X en chiffre d'affaires, potentiellement, je dois réaliser X rendez-vous et donc je dois démarcher X personnes. Au final, un indicateur de processus pourrait être est-ce que j'ai contacté X entreprises ce jour ou cette semaine pour atteindre potentiellement mon indicateur de performance. Ce n'est pas dit que je vais atteindre la performance, mais est-ce que j'ai mis au moins les moyens à disposition pour espérer l'atteindre? C'est ça la différenciation que je fais. Et donc là, dans les exemples, si je reprends la partie qualité, on entend souvent parler du taux de rebut.
on a souvent des contrôles, mais des fois, on entend moins parler de est-ce que j'ai réalisé X contrôles. Et donc là, l'indicateur de processus pourrait être le nombre de contrôles réalisés et qui vont servir au final à potentiellement limiter le taux de rebut, surtout s'ils sont faits, on va dire, en cours de production. Et puis derrière, un indicateur très opérationnel et très spécifique qui va permettre de prendre une décision, c'est est-ce que ma machine, elle a un taux de rebut supérieur à X, par exemple, si c'est votre thématique. Et ça, pour le coup, ça va vous donner tout de suite une orientation de j'ai potentiellement un ou deux cas, et donc je vais pouvoir m'orienter sur traiter ce sujet-là en particulier. Parce que si on commence à regarder toutes les machines avec un taux de rebut qui serait peut-être, on va dire, anormal, si vous n'avez qu'une machine, c'est facile. Si vous en avez 10 ou plus, ça devient compliqué. Et donc, du coup, il y a besoin d'être spécifique et de descendre vraiment dans l'opérationnel et de se dire, OK, nous, on veut traiter du coup, dans un premier temps, peut-être certains écarts ou certains niveaux d'écart. Et en fait, c'est ça qui va nous permettre déjà de progresser. Alors oui, on ne va pas avoir un impact significatif, on va aller chercher 2 points, de taux de rebut, mais encore, peut-être dans certains pas. Mais ça va vous permettre de commencer à faire de l'amélioration continue et de cibler des problèmes et résoudre des problèmes. Et au fur et à mesure, c'est comme ça que vous allez progresser. Et là, je pose ma question parce que c'est peut-être le moment de réagir. Est-ce qu'il y a des. Enfin, du coup, est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous avez des remarques par rapport à ça? C'est peut-être l'occasion d'en parler tout de suite quand on fait la différenciation sur les KPI. Après, on verra pas mal d'autres choses, mais est-ce que quelqu'un veut réagir sur ça? Je ne sais pas si même toi, David, tu veux réagir par rapport à ce qui a été partagé. Je voulais questionner Raphaël qui s'était interrogé sur ce point-là et qui disait qu'il était très intéressé d'avoir un regard, sachant qu'eux-mêmes ont créé dans leur production system cette séparation. Donc, est-ce que vous avez, Ouais, Raphaël? je trouve super. Nous, on a séparé performance et pilotage parce qu'on s'est rendu compte que en fait, dans les tier meetings ou dans les AIC, on mélangeait les deux. Et en fait, c'était deux choses différentes et on n'arrivait pas à rendre responsables les gens si on utilisait des indicateurs de pilotage. Et là, vraiment, ce qui me parle est vraiment le processus de réalisation. Je ne vais pas faire trop, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais l'aspect des 3 indicateurs, je trouve super intéressant. Le processus et la réalisation, c'est vraiment l'aspect qu'on a nous couplé avec l'aspect performance, qui est de dire comment je sais que les gars ont fait le boulot et au mieux. Juste un exemple, l'OE pour nous, c'était important parce qu'on trouvait l'OE dans les AIC. Et puis en fait, on s'est rendu compte que l'OE, c'était un indicateur de performance qui gérait l'amélioration continue. Et dans ton exemple, Alban, on a OE, l'équivalent de taux de rebut. On a un pourcentage d'OE qui est notre cible de production. Et puis, on a le remplissage du delay recording system, donc des causes de perte, qui serait le nombre de contrôles réalisés qu'on maîtrise au jour le jour comme un indicateur de processus. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, vraiment intéressant d'avoir les 3. Ouais. Merci. Du coup, je complète parce que c'est vrai qu'il y a une notion aussi dans l'indicateur de performance que je n'ai pas mentionné et au final qui m'est revenu directement suite à l'intervention. C'est dans l'indicateur de performance, parfois, du coup, on va mêler une performance qui est globale à toute l'entreprise. Et là, je pense à un indicateur qui est sur l'aspect délai, c'est que la livraison, par exemple, client, elle est souvent dépendante de l'ensemble du processus. Et donc, quand vous voulez travailler sur cet aspect-là, vous ne pouvez pas partager l'indicateur de taux de livraison à l'heure, par exemple. Ou alors, ça veut dire que vous êtes capable, et ça, par contre, ça peut être clairement game changer, de revenir sur, dans chaque atelier, quel est mon taux de livraison à l'heure. Et là, OK, on change la directive. Pour autant, ça reste quand même un indicateur quand même de performance. Mais c'est vrai que une des problématiques aussi dans le pilotage aujourd'hui, c'est qu'on a des indicateurs qui touchent à plusieurs services. Et donc, du coup, on se sent déjà moins impliqué parce qu'on se dit oui, mais il y a une co-responsabilité avec d'autres.
Et au final, c'est peut-être pas mon problème, ou alors c'est peut-être pas à moi c'est pas à moi de mener des actions. Donc, je voulais juste rajouter ça parce que ça m'a fait penser à ça. Et ça, je l'ai vécu aussi, parce que c'est vrai que parfois, on essaye de mettre en place des indicateurs et de les partager, en particulier pendant ces rituels. Et c'est vrai que c'est des fois pas les bons. Et puis voilà, c'est pas grave, on apprend et on le fait évoluer. Justement, on va parler de TRS très rapidement. Je voulais faire entre guillemets un rebond là-dessus parce qu'effectivement, on entend de plus en plus parler de ce sujet-là. Et je suis tout à fait d'accord sur le fait que ce soit un vrai indicateur de performance et qu'avec ce genre on va dire, de données, en fonction de l'atelier dans lequel vous êtes, il y a quand même peu de chances qu'on puisse prendre une décision rapide. Quand je joue à 58%, il a beau être en rouge, ou il pourrait être à 99 et être en rouge. Pour autant, je sais pas ce que j'ai à faire et je ne sais pas d'où vient le problème. En tout cas, ce n'est pas direct et instantané. D'autant plus qu'il a 3 composantes. Et si on revient sur les 3 composantes, pour le coup, je pourrais en avoir une qualité. Je me dis, je suis en vert, tout va bien, 98%, parfait, j'ai rien à faire. Mais même si je suis en orange ou en rouge, donc là déjà je fais exprès de dire orange ou rouge pour voir si quelqu'un va réagir. Donc je suis en rouge sur la partie disponibilité. Est-ce que je sais quoi faire aujourd'hui? Pour autant, bah voilà, si j'ai une machine, bah oui, je sais entre guillemets un peu où est-ce que je dois m'orienter. Si je commence à avoir un processus complexe avec ce genre d'indicateur, je ne sais pas décider là tout de suite. Donc oui, c'est intéressant pour faire de l'amélioration continue, pour se projeter, se dire bah, au final, j'ai telle disponibilité, si je gagne X points, bah, ça m'évitera peut-être l'achat d'une machine ou ça m'évitera certaines choses. Mais pour autant, là tout de suite, moi, quand je suis dans mon atelier, quand je vois cet indicateur-là, je ne sais pas quoi faire. Et ça, c'est potentiellement un problème parce que, alors, je ne sais pas trop si on a des responsables de production directement, mais enfin, si, en tout cas, je sais qu'il y a Pierre qui pilote la partie des opérations chez lui. Mais donc voilà, c'est des indicateurs qui sont intéressants, mais qui ne permettent pas d'avancer rapidement. J'ai fait exprès de mettre un orange ou rouge, juste pour rappeler quand même, et j'en reparle juste après. Quand vous mettez en place des indicateurs, c'est intéressant d'avoir des objectifs. Et dans l'idée, c'est bien aussi d'avoir un code couleur, et si possible d'avoir que 2 couleurs. Je vais montrer des cas où potentiellement on pourrait en avoir 3, mais l'avantage du vert ou rouge, c'est que vous savez si vous avez quelque chose à faire ou rien à faire. Et ça, c'est aussi important parce qu'on voit énormément, on va dire, de tableaux avec des indicateurs, enfin tableau, que ce soit tableau blanc ou Excel ou autre chose, où on voit énormément d'indicateurs avec des fois même 4 ou 5 couleurs, et au final, on ne sait plus ce qu'il y a à faire. Et ça, c'est un problème. Juste une question, pourquoi la troisième couleur te dérangerait, l'orange? Parce qu'en fait, le orange ne me permet pas de savoir si j'ai une action à faire ou pas. Est-ce qu'au final, Mais c'est bien ou c'est pas éventuellement, bien d'être orange? si tu définis que tu n'as pas d'action à avoir ou autre de suivre si la J'y viens tendance se justement corrige. après. Ah, ok, Si d'accord. on définit que le orange, il n'y a pas d'action, bah voilà, on peut mettre un orange et dire il n'y a pas d'action et on est en train de dériver. Je pense au SPC, on est d'accord. Pour autant, c'est vrai que, en tout cas, quand on est sur un tableau d'animation, enfin un tableau de management visuel et quand on fait de l'animation en atelier directement, c'est quand même bien de revenir à, si possible, le 2 couleurs au maximum pour être sûr d'identifier très rapidement est-ce que là j'ai un sujet où je dois traiter et j'ai un problème ou pas. Et du coup, je passe parce qu'il n'y a pas de problème. Une manière de rentrer un tout petit peu plus dans l'opérationnel. Alors, je vous montre 2 cas. Il y en a un qui justement montre que sur différentes machines, j'ai potentiellement un problème de rebut. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous avez quelques machines ou 2-3 ou un très gros parc, ça peut changer complètement la donne. Parce qu'on va perdre tout de suite la notion de mais au final, j'en ai 10 et je ne peux pas me concentrer sur les 10 et donc qu'est-ce que je fais? Alors que si on devient très spécifique, pour faire le lien avec les indicateurs opérationnels, on va pouvoir identifier peut-être plus facilement une source à aller travailler et sur laquelle on va pouvoir faire de la résolution de problèmes, voire peut-être même si on est proactif et qu'on fait on va dire des évaluations régulières, on va pouvoir aller traiter le problème quasiment en direct. Donc là, j'ai fait exprès de mettre effectivement une règle
C'est action prioritaire, le rouge, action, entre guillemets, si pas de rouge et pas d'action, juste pour prioriser. Parce que la problématique d'avoir plusieurs couleurs, c'est qu'après, on ne sait plus réellement si on attend de mettre quelque chose en place ou pas. Pour la dispo machine, des exemples assez concrets. En tout cas, un que j'ai inventé parce que je me suis dit, nous, on le fait en mode digital, mais en mode tableau blanc, comment est-ce que je pourrais faire, même si j'ai mis en place pas mal de tableaux blancs. Et c'est la partie droite, le suivi des arrêts non planifiés. Quand j'ai un arrêt, on pourrait identifier quelques causes clés et se dire, au final, j'ai un incident et je suis la personne qui va faire la demande pour la résolution et on pourrait traiter une à plusieurs fois par jour l'avancement de ces problèmes et de la résolution. En soi, ça ne résout pas forcément le problème à la racine, on est d'accord, mais ça permet au moins dans la notion de pilotage d'accélérer la résolution et de s'assurer que dans la journée, c'est traité. Je fais le parallèle tout de suite, enfin, je commence à répondre à la suite. C'est important aussi d'avoir une vision de ce qui s'est passé la veille, ou en tout cas dans la journée, et est-ce qu'on a pu le résoudre pour savoir si on a passé une bonne journée. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça après. La notion, par exemple, d'arrêt machine. Alors, j'ai fait exprès de mettre un chiffre potentiellement important. Certains savent que même dans certains ateliers, on va bien au-delà de 2-3 jours d'arrêt. Il y a des exemples très concrets où on va jusqu'à 4, 5, 6 jours d'arrêt. Ça peut paraître fou pour certains. C'est une réalité pour des parcs où il y a des centaines de machines alignées et où on a potentiellement un besoin client, mais on n'a pas assez de régleurs pour le gérer. Et donc, une manière de sélectionner les priorités et d'identifier les problèmes, c'est de se dire, au final, est-ce que je ne challenge pas le nombre de jours d'arrêt et je me focalise sur la machine qui est peut-être le plus longtemps arrêtée. Encore une fois, quand on a 3 machines, c'est assez facile de le voir. Quand on a des parcs assez importants et quand on a des systèmes qui sont très complexes, c'est important de pouvoir le visualiser. Et ça, là, je vous l'ai fait en mode post-it parce que je suis parti sur le principe que vous pouvez le mettre en place demain sur votre tableau blanc. Voilà, vous l'identifiez, vous le déplacez chaque jour et vous avez une visualisation directe de ce qui se passe dans vos ateliers et de votre situation. Pour l'aspect cadence, un peu la même chose que pour la qualité. L'idée, c'est de, entre guillemets, descendre, alors quasiment pas en mode Pareto, mais en tout cas d'identifier on va dire des spécificités, de se dire, mais au final, nous, oui, évidemment, on aimerait que ça soit uniquement, qu'on soit à 100% de cadence. Si possible, on accepte 2-3% de dérive, etc. Ouais, la réalité fait que réellement, on n'arrive pas à faire ça. Et parfois, de nouveau, on peut se retrouver avec beaucoup d'actions à mener en parallèle si on commence à traiter, on va dire, toutes les dérives. Et donc, l'idée, c'est de devenir très spécifique pour pouvoir identifier au final des sources d'amélioration. De nouveau, si vous avez trop d'informations et trop de choses à traiter en parallèle, en tant que responsable, vous n'arrivez plus à prioriser, vous n'arrivez plus à traiter les sujets. Et ça, c'est potentiellement aussi un problème, même pour ceux qui font de l'animation à intervalles courts, parce que parfois, on voit aussi des tableaux où il y a des dizaines d'actions, et là, je reprends même sans parler de l'animation, même dans le suivi des processus qualité. La plupart du temps, on a des plans d'action à rallonge avec 250 actions, parce que oui, on a identifié plein de problèmes, mais en fait, il y en a tellement qu'on n'est plus capable de les traiter. Une manière, en tout cas, de faire, c'est justement d'être beaucoup plus spécifique et d'aller traquer un peu les problématiques vraiment, vraiment lourdes pour revenir un peu à la norme. Des questions ou des compléments? On est sur le timing, on est où là? J'ai pas on n'est il pas est trop mal, mais 11h54. Non, ouais, on est ok. très bien. J'accélère. Je reviens juste sur un point par rapport à la remarque de Raphaël tout à l'heure sur l'éclairage entre indicateurs de pilotage et performance. J'aurais juste une notion de bon sens. Si Alban, tu reviens deux diapos en amont, Ouais. c'était sur les arrêts Ouais. machines, pour Ok. s'assurer que vous avez vraiment un indicateur de pilotage et que vous pouvez agir au quotidien. Si on prend le nombre de jours d'arrêt machine, chaque jour, ce post-it va bouger. Et le fait C'est qu'il ça. bouge, il a la dynamique qui est vraiment à la bonne fréquence. Alors, on peut faire le même exercice sur l'indicateur de performance, mais c'est vrai, c'est la possibilité en fait que cet indicateur bouge, mais surtout on prenne des décisions. Donc c'est souvent comme ça, que ce soit un écran digital ou un tableau blanc,
c'est de faire l'exercice en se disant demain, le post-it il va être où? Si on n'a fait aucune action par rapport à l'arrêt machine, il va se déplacer de la case, peut-être il était à 1, il va passer à 2. Et voilà un petit partage d'expérience par rapport à cette notion de s'assurer que le pilotage il est calé, soit au quotidien, soit au shift, parce qu'on peut ramener ça à toute fréquence d'atelier. Voilà, Ouais, c'était d'ailleurs, une c'était même très parenthèse intéressant sur de l'atelier. changer la fréquence et de l'accélérer au final. L'idée, et c'est pour ça, je fais le lien tout de suite avec pourquoi est-ce qu'on fait de l'animation à intervalles courts en quotidien, parce que l'idée, c'est de ramener la fréquence au moins à la journée. Et donc là où tout le monde, ou presque tout le monde, fait des séances, on va dire, hebdomadaires, en final, quand vous ramenez à la journée, vous traitez les problèmes plus rapidement et ça évite justement d'avoir des choses où on passe la semaine ou les 2 semaines parce que parfois, si on a loupé d'une journée, on va se retrouver avec quasiment 2 semaines d'attente pour avoir une information ou régler une situation. L'avantage de passer sur une fréquence très régulière et donc la journée, et moi-même, dans certains cas, sans parler de l'AIC, je recommande de faire des sessions on va dire, d'échange avec les collaborateurs, même 2 fois par jour. Pourquoi? Parce que vous avez des problématiques très régulières et au lieu que les personnes se déplacent toutes les 10 minutes pour vous poser une question, si vous faites des points réguliers avec eux ou si vous allez les voir ou vous faites des gembas, effectivement, vous raccourcissez cette boucle et vous êtes beaucoup plus proactif ou en tout cas, vous êtes plus actif, vous passez plus rapidement à l'action. La notion de management visuel, donc le fameux tableau blanc ou maintenant on va dire les solutions digitales qui représentent ces supports. L'idée, c'est qu'on comprenne très rapidement ce qui se passe. Les indicateurs que l'on suit en général, il y a la notion de sécurité qui est clé, mais qui est, je trouve, pas toujours évidente à suivre, en tout cas au démarrage d'une démarche. Parce que quand on n'a jamais parlé de sécurité dans un atelier, d'un seul coup, mettre un indicateur sur ça, c'est pas toujours évident. Surtout quand on met en place ce genre de démarche, on essaye d'aller capter de l'information. Et donc, c'est vrai que sur l'aspect sécurité, c'est pas toujours évident. Qualité, délai. Délai, je vous le dis, c'est un des sujets clés que vous devriez avoir dans vos ateliers. Je rappelle que le Lean, c'est travailler sur le flux. Et le flux, clairement, c'est ce qui peut changer l'orientation de votre entreprise. Et franchement, ça a un impact significatif. Et on voit très rarement des indicateurs très orientés sur le délai. Est-ce que je livre à l'heure? Est-ce que je fais ça dans le temps imparti? Est-ce que je reçois les bonnes pièces au bon moment, etc. Et je pense qu'il y a des vrais intérêts à travailler sur ça. L'aspect coût, pas évident à suivre en atelier, voire parfois à éviter, mais du coup à transformer en notion de productivité. Là, de nouveau, à réfléchir en termes de stratégie, où est-ce que je mets mes indicateurs et comment est-ce que ça découle. Le people, donc alors, ce qui pourrait être, mais que je ne recommande pas, la notion de mood ou de sérénité. Et ça, on pourra en parler après, pendant les questions. Moi, j'ai 2-3 orientations éventuellement pour suivre ça. Et l'environnement. Un plan d'action clair, le problème, qui fait quoi, pour quand, la clé et le qui fait, c'est pas forcément s'il n'est pas là, on ne met pas son nom et c'est celui qui prend le sujet qui va lui remonter, qui met son nom et ensuite il le gère. J'insiste là-dessus, c'est hyper important dans vos plans d'action. Si vous désignez des personnes qui ne sont pas là et qui ne se sont pas engagées sur un délai, vous êtes à peu près sûr que ça ne sera pas fait et que vous allez le reporter 10 fois et c'est franchement chiant. Et puis un des sujets qui est parfois sous-estimé, mais qui est hyper important, c'est l'organisation des rôles et des tâches spécifiques de vos ateliers sur les tableaux. Et là, ça peut être aussi, et c'est souvent ce qui peut changer vraiment votre manière d'organiser l'atelier, parce que vous allez, au final, vous allez clarifier la situation et ce qu'il y a à faire au quotidien, et ça peut vraiment être important dans le pilotage et dans les résultats en fait à la fin. Je mets bien que management visuel, c'est différent de l'animation pour moi. En tout cas, moi, je fais une vraie différenciation. Pourquoi? Parce que souvent, on entend management visuel, c'est à la fois le support et à la fois l'animation. Je suis pas forcément d'accord avec ça. Comment est-ce qu'on construit son support? Alors moi, je pars de 2 questions et donc je ne pose pas ces questions-là pendant l'animation, mais le support, je le construis pour répondre à ces 2 questions. C'est est-ce qu'on a passé une bonne journée la veille?
et est-ce qu'au final, on a tout ce qu'il faut pour atteindre nos objectifs aujourd'hui. Et du coup, quand je fais ça le matin, si j'ai les bons sujets sur mon tableau, je fais un bilan des problématiques de la journée et je sais si globalement ça a été une bonne journée ou pas. Et à la fin de ma séance, normalement, j'ai les éléments qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs ou alors peut-être de tout simplement dire on n'atteindra pas nos objectifs parce que peut-être qu'il manque trop de personnes ou il manque un certain nombre de choses ou on n'est pas capable on n'a pas les compétences là aujourd'hui. Et ça permet en tout cas au moins de le prévoir, de le prévenir et de s'organiser en conséquence. C'est aussi des fois l'opportunité de partager, on va dire, des ressources avec des services support ou externes. C'est la bonne occasion. En tout cas, c'est ce qu'on amène dans les réflexions avec nos clients. Quelques indicateurs que l'on voit régulièrement sur les tableaux, l'aspect donc sécurité, soit on voit une croix, soit on voit un cercle avec chaque jour, est-ce qu'il y a eu un incident ou pas. Là, je vous partage ce qui peut être fait aussi et qui est intéressant. C'est bien de voir entre guillemets, les incidents. Ce qui peut être intéressant, c'est de voir aussi les risques d'accident et donc de challenger les équipes sur est-ce qu'il y a des potentiels risques sécurité dans les ateliers et donc de suivre plutôt ça. Et après, ce qui vous permet d'aller encore plus loin, c'est de faire on va dire des game bas sécurité qui vont permettre de faire des vrais tours de terrain où on va aller sur les postes et identifier des axes d'amélioration sur l'aspect. Alors quand je dis sécurité, ça peut être aussi ergonomie, etc. Une idée de sujet, donc c'est le nombre de lancements prévus avec des indicateurs. Et là, ce que je voulais montrer en fait surtout, c'est essayer d'avoir une vision sur vos encours et sur le nombre de tâches que vous avez à réaliser qui sont clés pour votre organisation. L'encours, c'est franchement, alors là, c'est pas directement peut-être une notion d'encours, mais c'est vraiment important de savoir si vous êtes en surcharge ou pas. Et pour tout simplement, de nouveau, mettre en évidence qu'il y a peut-être un goulot et travailler sur les causes qui peuvent être potentiellement amont ou alors internes à votre structure parce que vous n'avez pas les effectifs, vous n'avez pas l'organisation en place. Donc, c'est un bon indicateur. Et puis après, vous pouvez travailler sur le temps de traversée. Si j'ai mis une représentation, c'est pas toujours aussi simple que ça. Mais je pense que c'est important de suivre et s'assurer que vos pièces elles restent pas trop longtemps dans l'atelier. Alors là, j'ai fait volontairement on va dire l'effort de mettre quelque chose de, entre guillemets, peut-être très court, 3 jours, même si ça représente déjà beaucoup de temps. Mais voilà, c'est un des axes sur lesquels il faudrait se pencher pour aller chercher de la performance. D'autres outils de suivi, j'aime bien mettre en place du bâtonnage. On est souvent très, très sollicité ou alors on a des problèmes qui sont récurrents. Si on n'a pas de data, on ne fait pas grand-chose. Et donc là, dans l'idée, suivre les demandes, qu'elles soient internes au service. Si vous êtes très, très sollicité, que vous êtes en mode pompier, vous avez 45 demandes par jour, suivez qui vous demande quoi et potentiellement travailler là-dessus. Et de nouveau, c'est parfois l'opportunité de mettre en place des petits rituels avec votre équipe pour justement créer des opportunités de s'organiser différemment et de poser les questions et d'y répondre en live, plutôt devant tout le monde que ponctuellement à la va-vite dans un couloir. La possibilité. On a une remarque de Jacques qui nous parle. La notion de coût semble parfois difficile à pousser dans les ateliers, mais pourquoi finalement ? À mon avis, c'est une notion à partager à tous les niveaux de l'entreprise, coût des outillages, coût des composants, les heures travaillées. Je rebondis sur la remarque de Jacques et je voudrais t'entendre là-dessus, Alban. C'est que selon les ateliers, en fait, le coût de la machine excède largement le coût de la main-d'œuvre. Donc, d'où l'importance de sécuriser autant le collaborateur que la machine. Donc, que peux-tu dire là-dessus, sur cette notion de coût ? Comment intégrer cette notion-là ? As-tu des expériences et des illustrations à nous partager ? Alors, on va dire, j'ai plutôt le côté, si on challenge les coûts, tout dépend de comment est-ce qu'on le challenge et quelle est la valeur qu'on veut représenter, mais ça peut tout de suite créer au final un stress de le partager.
Donc après, ça dépend. Si on partage on va dire des sommes qui sont peut-être à leur échelle raisonnables, bah, c'est peut-être tout à fait partageable. Et donc, je pense que ça dépend vraiment de la thématique et de comment est-ce que c'est abordé. Dans certains cas, on pourrait aborder le coût comme ben, potentiellement le suivi d'une machine. Quand elle est arrêtée, ça a un coût. Et donc, X heures, ça vaut X centaines ou milliers de francs de chiffre d'affaires perdu. Et là, on va parler de sommes qui vont être potentiellement démesurées, on va créer un stress. Donc, en fait, je pense que c'est là où il faut faire très attention sur tout est possible, je pense, mais mesurez-le par rapport à votre activité, par rapport à voilà, l'ordre de grandeur aussi. Et puis surtout, alors si c'est vraiment un coût qui est très lié à leur activité, peut-être, mais très souvent, en plus, derrière, c'est souvent des indicateurs qui sont un peu plus transversales que ça. Et donc, du coup, c'est là où c'est pas si simple à traiter et à animer. Et après, je pense que là, tout ce que je présente, c'est très orienté vraiment atelier, donc premier niveau. Je pense que c'est tout de suite beaucoup plus simple au deuxième niveau ou au troisième niveau de faire la relation coût et pour orienter une priorité. Sur le terrain, enfin, en tout cas, moi, j'ai vraiment plutôt connu l'aspect productivité qui est directement lié au coût, mais voilà, qui ne montre pas la même chose et qui les intéresse peut-être un petit peu plus aussi. Au final, eux, en tant que collaborateurs, est-ce qu'on a besoin réellement de savoir ce que ça a coûté à l'entreprise versus est-ce qu'au final, j'ai atteint mes objectifs de productivité ou on a atteint les objectifs de productivité de l'atelier. Voilà, c'est une question. J'ai pas de réponse, mais je vous partage ce que moi je ressens et comment je l'ai vécu aussi, parce on avait essayé de le mettre en place. Et c'est vrai que ça pouvait paraître un peu violent dans certains cas. Donc, on ne l'a pas Donc, fait. Alban, Jacques a jugé ta réponse pertinente, donc sois en confiance. Moi, je complète, hein, c'est parce qu'on parle du Vas-y. coût, mais je te laisse souffler en même temps, hein, parce que ben là, on parle d'atelier, on peut parler aussi de service. Hein. On a Oui. la même problématique avec la notion de chiffre d'affaires. C'est exactement la même problématique. Quelle est la capacité à la personne à agir, hein. Jacques a amené, est-ce qu'on a des actions faciles pour baisser les coûts, mais est-ce qu'on a aussi des actions faciles pour améliorer le chiffre d'affaires? Et c'est toutes ces réflexions qui étaient l'objet d'aujourd'hui, hein, c'est de dissocier des indicateurs de performance avec des indicateurs de pilotage, et ça aux différents niveaux de l'entreprise. Pour certains, c'est un indicateur de performance, pour d'autres, c'est le même indicateur, mais c'est du vrai pilotage parce que je suis apte à mener une action. Mais Ouais, par c'est ça. contre, quand on commence à globaliser ces mêmes indicateurs et les communiquer à tout le monde, finalement, se poser la question, est-ce que tout le monde est dans la capacité d'action? Et ça peut gérer. Alors, quand l'indicateur est dans le bon sens, ça va très bien, hein, mais c'est surtout quand l'indicateur ne va pas dans le bon sens que finalement on peut mettre la personne en état de stress. Et Ouais, donc, je suis d'où d'accord. point de vigilance sur ces indicateurs, et surtout on le fait la plupart du temps avec une bonne volonté, hein, donc une volonté de communiquer. Et d'où cette parenthèse que je ferme là. Je te laisse poursuivre, Alban. On avait prévu, on a Ouais, encore 7-8 minutes. Mais les questions arrivent au fur et à mesure, Ouais, donc au pire, c'est on tant mieux. reviendra sur les slides. Donc, la différenciation que je fais avec l'animation versus le support d'animation, pour moi, l'animation, c'est une routine avec une fréquence, un horaire, un timing. C'est une équipe et donc très souvent le responsable et ses collaborateurs. C'est un animateur, si possible, tournant pour impliquer les collaborateurs aussi dans la démarche. Alors, parfois, ce n'est pas forcément un animateur tournant, mais c'est des animateurs ponctuels qui viennent s'exprimer et animer sur certaines thématiques et qui permet quand même de les impliquer. Et j'aime bien, moi aussi, quand il y a une certaine maturité dans l'entreprise, et là, ça ne se fait pas au début, c'est associer un scribe. Pourquoi? Parce que souvent, quand on anime, si on doit en même temps prendre les actions et noter, on casse au final le rythme de l'échange. Et souvent, on essaye d'avoir quand même des échanges très courts. Et donc, c'est important de potentiellement dissocier les deux. La notion de préparation avant la rencontre, ça c'est évident, mais c'est encore quand même pas toujours fait. Et la notion de communication bilatérale, évidemment, on essaye de créer un vrai échange.
et même d'engager les collaborateurs. Et d'ailleurs, j'invite toujours les responsables à plutôt aller chercher l'engagement en disant la personne, elle va se désigner comme aller faire cette action-là, plutôt que de dire Loïc, tu feras ça pour demain. C'est essayer de poser la bonne question pour que les personnes s'engagent à le faire. Et si c'est la personne qui prend l'engagement, il y a plus de chances que ce soit réalisé demain que si c'est vous qui lui imposez, même si c'est potentiellement son rôle. Mais voilà. Dans les bonnes pratiques, donc la notion de vert ou rouge, en tout cas sur les supports d'animation, le plus possible orienté sur 2 couleurs. Comme ça, je comprends tout de suite si j'ai une action ou j'ai pas d'action. Donc au rouge, c'est une action. Je rappelle qu'une action, c'est commencer potentiellement par un verbe. Et on voit énormément sur les supports, je le dis, au final, l'assimilation du problème à la solution. Et ça, c'est potentiellement bloquant. Parce qu'en fait, on perd la notion de quel était vraiment le problème. On a tout de suite mis en place une solution. Et c'est, je pense, à éviter, même si des fois on est expert et on a l'impression que c'est forcément ça la solution. Désignez clairement le problème, mettez en place les actions et potentiellement solutions, mais différenciez vraiment les deux. J'en profite pour dire que dans ces animations, on évite de faire de la résolution de problèmes complexes. C'est tout le temps de la prise de décision, action rapide. Si le sujet il prend plus d'une minute ou deux à traiter, c'est traité en dehors de l'échange où il y a potentiellement 5 ou 10 acteurs qui vont attendre pour rien. Responsable d'action doit être présent et s'engager sur un délai. Sinon, ce n'est pas lui le responsable, c'est celui qui, on va dire, anime. Un problème opérationnel, c'est différent des irritants et des suggestions. Pour moi, un problème opérationnel, c'est clairement, j'ai un indicateur de pilotage qui est rouge, ça devient un problème opérationnel. Un irritant ou une suggestion, c'est on a identifié potentiellement ça qui nous gêne ou je trouve que ça serait plus performant de faire ça. Ok, c'est cool, on le note, on le prend en compte, on le traite à part. Et si on n'a pas la capacité pour traiter les deux, on revient sur les sujets opérationnels. Parce que les sujets opérationnels, c'est ce qu'on a décidé comme vraiment impactant on va dire, pour l'organisation. Et les sujets irritants en suggestion, il faut les écouter, il faut les entendre, il faut les traiter et répondre. Et peut-être qu'une des réponses, c'est on n'a pas le temps là pour le moment et on le garde sur une parking list. Mais en tout cas, la notion de revenir au problème opérationnel, moi je l'ai vécu où on avait énormément de remontées collaborateurs et on n'arrivait plus à traiter les deux. Et c'est important de revenir sur les sujets opérationnels en premier lieu. Sauf si après, de toute façon, ça devient un problème opérationnel si c'est vraiment un point critique pour l'organisation. Mais voilà. Bonne pratique aussi, inviter les services support qui sont très souvent sollicités à travers les problèmes. Et puis, voilà, donc en conclusion, distinguer performance de pilotage, performance de pilotage, clarifier vos défis actuels pour mettre en place un indicateur pertinent, rendre visible et partageable l'info, animer en prenant des actions au quotidien. 5 minutes chaque matin, normalement c'est suffisant. Et là, je fais un parallèle très rapide. Calculez ce que ça vous coûte en termes de temps et vous verrez que faire 5 minutes, c'est bien. Si vous commencez à faire 15, ça vous coûte potentiellement cher et posez-vous la question, entre guillemets, du retour sur investissement. Donc, cherchez à optimiser ça parce que ouais, ne serait-ce que 10 minutes par jour par personne, c'est potentiellement une semaine opérationnelle par personne, donc à l'année, si on calcule à l'année. Donc, prendre ce temps-là, je pense que 5 minutes, ça vaut la peine. Quand on commence à prendre beaucoup plus de temps, à certains niveaux, ça vaut clairement la peine. Sur le niveau opérationnel, il faut se poser la question. Merci, Voilà. Alban. Merci beaucoup. Il y a Raphaël, parce que tu ne peux pas obligatoirement être sur la conversation et dans ta présentation. Donc, il y a Raphaël qui te remercie pour la différenciation que tu as faite juste avant sur le pilotage et l'amélioration continue, au titre de la résolution de problèmes. Voilà, juste le commentaire de Raphaël pour que tu puisses aussi, toi, prendre le feedback en temps réel. Merci. Pas de souci, donc, on arrive au terme. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, il nous reste encore 1 à 2 minutes. Après, moi, je peux dépasser 3-4 minutes. Enfin, ceux qui veulent partir, ils peuvent partir, mais je peux rester 3-4 minutes de plus si vraiment il y a des questions pertinentes. Moi, c'est l'occasion aussi de partager, donc il n'y a pas de souci.
On n'est pas beaucoup en plus, donc Donc, sachez aussi que ce webinaire est enregistré, hein, donc vous aurez l'entièreté des échanges. Il y avait une dernière, non, il n'y a pas de dernière question, en tout cas il y a une question qui est en cours d'écriture. Donc là, en tout cas, un grand merci à Alban, hein. Merci à vous aussi d'être présent pour ce webinaire, hein. Donc c'était court, c'était très court, mais comme l'a dit Alban, on reste à votre disposition pour échanger sur le sujet. Nous, de notre côté, SMACA, le sujet nous est cher, donc on en a fait même une petite bande dessinée de la différence entre pilotage et performance. Donc c'est un peu le bonus, c'est bientôt Noël. Donc on vous mettra à disposition cette petite bande dessinée que vous pourrez utiliser. Et bien sûr, sachez aussi que vos feedbacks sont intéressants par rapport à cette bande dessinée, parce que parfois il faut aussi passer des messages simples sur ce sujet ô combien complexe. Merci à tous. En tout cas, donc on a différents remerciements qui nous arrivent. Un petit cadeau pour le Black Friday. Voilà. donc Alban et donc Alban qui partage la solution WeAreTeam. Merci à tous. En 2025, nous reproduirons ce type de webinaire, hein, donc sur de nombreux sujets d'intérêt. Donc n'hésitez pas aussi à nous adresser vos souhaits de thématiques. Et comme j'ai sollicité Alban, on sollicitera d'autres experts pour ce partage d'informations. Merci Alban, merci à vous et toute bonne semaine, bonne journée. À tout bientôt. Ciao, ciao. Allez, à bientôt. Merci à tous. Au revoir.